Notre corps a une histoire secrète, une histoire qui a été écrite bien avant qu'on ait des souvenirs clairs, mais qui, pourtant, peut dicter notre bien-être aujourd'hui, maintenant. On va plonger ensemble dans ce lien profond et souvent invisible entre nos premières années et notre santé d'adulte. Vous savez, cette anxiété qui monte d'un coup, une douleur qui sort de nulle part ou une colère qui nous submerge sans raison apparente, ce sont des réactions que beaucoup de gens connaissent. Mais d'où est-ce que ça vient? Et si la clé n'était pas dans notre tête, mais dans une histoire que notre corps, lui, n'a jamais oubliée? Allez, on commence. Première partie, cette fameuse histoire que le corps raconte. L'idée que notre corps est une sorte de livre d'histoire, eh bien, ce n'est pas si nouveau que ça. Depuis très longtemps, les professionnels de la santé avaient une sorte d'intuition. Ils le voyaient tous les jours dans leur cabinet. Des adultes qui souffraient de toutes sortes de maux, et en creusant un peu, hop, on tombait souvent sur des enfances compliquées. Le problème, c'est qu'une intuition, même si elle est juste, ça ne suffit pas en science. Pour que tout le monde prenne ça au sérieux, il fallait des preuves solides, à grande échelle. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, l'étude qui a tout changé. Cette preuve, elle est arrivée à la fin des années 90 avec une recherche absolument révolutionnaire, l'étude ACE pour Adverse Childhood Experiences, en français, les expériences négatives de l'enfance. Alors attention, ce n'était pas un petit sondage fait à la va-vite. On parle d'un projet massif mené entre 1995 et 97 par les Centres de contrôle des maladies américains et un gros assureur santé, Kaiser Permanente. L'idée était simple mais géniale. On interroge les gens sur leur enfance et on compare leurs réponses à leurs dossiers médicaux complets d'adultes. Et regardez ce chiffre, plus de 17 000 personnes. C'est énorme. Une étude d'une telle ampleur sur une population majoritairement de classe moyenne, ça donne un poids scientifique immense aux résultats. Et ce que ces données ont révélé, franchement, c'était un séisme. Premier choc, on avait tendance à penser que les enfances difficiles c'était rare, que ça ne concernait que des situations extrêmes. Eh bien, pas du tout. L'étude a montré que près des 2 tiers des participants, 64% comme on le voit ici, avaient vécu au moins une de ces expériences négatives. C'est beaucoup, beaucoup plus courant qu'on l'imaginait. Mais la découverte la plus importante, c'est ce concept de dose-réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce n'est pas du tout ou tout rien. C'est un effet qui s'accumule. Chaque expérience difficile vient ajouter un poids sur la balance de la santé future. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement. Avec un score de 4 expériences négatives ou plus, le risque de développer une dépression, une maladie cardiaque ou même certains cancers, il n'augmente pas juste un peu, il explose, il est multiplié. C'est vertigineux. Pour les scores les plus hauts, on parle d'une espérance de vie qui peut être réduite de presque 20 ans. C'est la preuve que les blessures de l'enfance s'inscrivent vraiment dans notre biologie. Troisième partie. Alors de quelles expériences on parle, concrètement? L'étude en a défini 10, qu'on peut regrouper en 3 grandes familles. Il y a d'abord ce à quoi on pense tout de suite, les abus, qu'ils soient physiques, émotionnels ou sexuels. Et puis, la négligence. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est la troisième catégorie, le dysfonctionnement du foyer. Ça inclut le fait d'avoir été témoin de violence, de vivre avec un parent qui a une maladie mentale ou une addiction, ou même la séparation des parents. Toutes ces situations créent un climat de stress chronique qui a un impact énorme sur le développement d'un enfant. On passe à la quatrième partie, la mémoire implicite. La grande question, c'est comment est-ce que des événements, parfois totalement oubliés, peuvent avoir un tel impact des dizaines d'années plus tard? La réponse, elle est cachée dans le fonctionnement fascinant de notre mémoire. En fait, notre cerveau a 2 grands systèmes de mémoire. D'un côté, la mémoire explicite. C'est notre autobiographie, nos souvenirs conscients, le fameux « je me souviens que ». Elle dépend d'une partie du cerveau, l'hippocampe, qui n'est pas vraiment mature avant 3 ou 4 ans. C'est pour ça qu'on a si peu de souvenirs de notre petite enfance. Mais il y a une autre mémoire, l'implicite. C'est la mémoire du corps, des réflexes, des émotions. Elle est gérée par l'amygdale et elle est opérationnelle dès la naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un très jeune enfant vit un truc traumatisant? Eh bien, son amygdale, elle, est en alerte maximale. Elle enregistre tout, la peur, le cœur qui bat la chamade, l'envie de fuir ou de se figer. Mais l'hippocampe, lui, est trop jeune pour faire son travail. Il ne peut pas mettre ça en histoire, créer un souvenir avec un début, un milieu, une fin. Le résultat, la réaction de peur est stockée brute dans le corps, sans le récit qui l'explique. Et c'est ça le point absolument crucial. Une personne peut être sincèrement convaincue de ne se souvenir de rien, alors que son corps, lui, porte encore la trace de la réaction. Il n'a pas oublié. C'est exactement ce que dit cette phrase. Le corps se souvient, même quand le mental, lui, ne s'en souvient pas. Alors, on arrive à la 5e et dernière partie. Qu'est-ce que ça change pour la guérison? Comprendre ce mécanisme, ça a des conséquences immenses sur la façon d'aborder le bien-être et la thérapie.
En gros, ça veut dire qu'on ne peut pas tout régler juste en parlant. La guérison doit forcément passer aussi par le corps. Toutes ces tensions, ces douleurs, ces sensations bizarres, ce ne sont pas des choses à ignorer. Au contraire, ce sont des messages, des indices de cette mémoire implicite. Et surtout, ça veut dire que l'absence de souvenirs clairs ne veut absolument rien dire sur l'impact qu'un événement a pu avoir. Cette citation, elle est très puissante. L'idée, ce n'est pas de partir à la chasse aux souvenirs, de forcer les choses. C'est plutôt de créer un espace où on se sent tellement en sécurité que le corps de lui-même peut enfin révéler ce qu'il porte, à son propre rythme. Le trauma ne se trouve pas, il se révèle. Et là, attention, c'est un point absolument essentiel. Ces connaissances sont incroyablement puissantes, mais elles doivent être utilisées avec une prudence infinie. La liste des AC, c'est un outil de recherche statistique. Ce n'est pas un questionnaire à faire passer à ses proches. Suggérer à quelqu'un qu'il a vécu un trauma est dangereux et totalement inapproprié. Le but, c'est d'accueillir ce qui vient de la personne, jamais d'imposer quoi que ce soit. Toute cette approche, qui intègre les découvertes sur les ACC et la mémoire du corps, est d'ailleurs au cœur de beaucoup de cadres thérapeutiques modernes. Le travail de la méthode Integria, qui a inspiré cette analyse, en est un parfait exemple. Pour conclure, la science nous le montre. Notre corps est le gardien fidèle de notre histoire. La vraie question n'est donc plus de savoir si notre passé nous affecte, mais plutôt comment est-ce qu'on peut apprendre à écouter avec bienveillance et curiosité les histoires que notre corps essaie de nous raconter.